Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui n'est vraiment pas évident, mais qui est essentiel à mes yeux. Le rôle déterminant que doivent jouer les parents dans le cadre des violences sexuelles faites aux enfants. Ce thème m'est venu en préparant une vidéo sur le sujet des abus commis au sein de l'Église. Et en travaillant là-dessus, je suis tombée sur le témoignage d'une victime sur lequel je voudrais ici rebondir. Arnaud, l'homme qui témoignait, décrivait dans une interview l'ambiance générale qui régnait à l'institution Notre-Dame de Bétharram, où il était scolarisé, et plus particulièrement une scène de violence physique dont il a été victime. Puis il a expliqué qu'il n'a malheureusement rien pu dire à ses parents à l'époque, qu'il était impossible de critiquer l'institution devant eux, car, dit-il, sa parole n'avait pas de poids pour ses propres parents. Quand j'ai entendu cela et que j'ai compris que ce n'était pas le cas que d'Arnaud, mais de la plupart des enfants victimes de Bétharram, et de beaucoup d'enfants victimes de violences physiques ou sexuelles, ça a été le coup de massue pour mon petit cœur de maman. Déjà, entendre ou lire les récits des violences vraiment inouïes qui ont pu être commises dans cette institution sur les enfants, et en particulier les abus sexuels, c'était vraiment déjà très difficilement supportable pour moi. Mais d'imaginer en plus la double peine dont la plupart de ces enfants ont été victimes, à savoir de ne pas avoir pu en parler à leurs parents, c'était vraiment impensable pour moi. D'autant que le témoignage d'Arnaud date de la fin des années 80, début des années 90. On ne parle pas ici des premiers cas de violence qui se seraient déroulés à Bétharram dans les années 50. Dans ces temps-là, on sait que les enfants n'avaient malheureusement pas du tout le droit à la parole, encore moins pour critiquer l'institution, le maître d'école ou une quelconque figure d'autorité. Mais dans le cas d'Arnaud, on parle de faits qui se sont déroulés il n'y a pas si longtemps. Dans les années 80-90, c'était le temps de ma propre jeunesse, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis demandé comment c'était possible pour des parents de prêter si peu de considération à la parole de leurs propres enfants, à une époque pas si éloignée de la nôtre. Alors, Dieu soit loué, depuis la fin des années 80, la parole des enfants est encore plus et mieux prise en compte. Mais il y a encore vraiment un travail de libération de cette parole à continuer et surtout, je crois, un travail auprès des parents et de tous les acteurs de la société pour savoir accueillir convenablement cette parole. Alors, quitte à dire des banalités pour certains dans cette vidéo, tant pis, mais peut-être que pour d'autres, il y a nécessité de revenir sur un certain nombre de points. Certaines personnes ont peut-être besoin d'entendre ce message. Alors, j'ai envie de prendre le temps d'aborder ce sujet et d'insister sur le rôle des parents. En effet, à notre échelle, parents ou autres adultes en tant qu'éducateurs, nous pouvons et devons œuvrer pour protéger les enfants des agressions sexuelles. Alors attention, comprenez-moi bien, cette vidéo n'a absolument pas pour but d'écarter la responsabilité de l'Église, qui est absolument indéniable et centrale dans l'affaire de Bétharram. Sachez que je ferai une vidéo à part sur le sujet des abus commis au sein de l'Église. Simplement ici, en tant que mère, m'adressant à des parents, des futurs parents, ou bien toute personne en charge d'enfants, c'est à ce titre que je veux vous parler de notre rôle primordial d'éducateur et je veux vous partager certaines clés dans le but de mieux protéger nos enfants des prédateurs, qu'ils soient dans l'église ou ailleurs. Je crois ressentir que ce sujet est vraiment sur le cœur du Père. Il tient tellement aux enfants. Je voudrais juste citer Matthieu 18 au verset 6 à 9, où Jésus nous met en garde contre le fait de faire chuter les enfants. Et les agressions sexuelles sur enfants sont, je pense, notamment visées par ces versets. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Voilà, ça jette un froid, c'est sûr. Mais il faut bien comprendre que Dieu est un lion rugissant pour ses petits. On ne doit surtout pas leur faire de mal. Et c'est à nous sur terre de les protéger au mieux. Ils sont sous notre responsabilité. Je voudrais pour cela partager 3 points essentiels avec vous. Premier point, éduquer notre enfant sur les risques de la pédocriminalité. C'est encore trop souvent un sujet tabou ou abordé trop tard, souvent quand notre jeune fille devient adolescente. Pourtant, c'est primordial et on ne peut faire l'impasse là-dessus sous prétexte que l'on serait pudique ou pour toute autre raison. Et c'est une éducation, j'insiste, à faire aussi bien auprès des petites filles
que des petits garçons, car il y a aussi beaucoup de victimes chez les garçons. Si les femmes sont statistiquement plus touchées, d'après les chiffres officiels, 14,5% des femmes ont subi des violences sexuelles dans leur enfance, c'est énorme. Les hommes le sont aussi en grand nombre, puisque 6,4% des hommes sont également concernés. Voilà, donc instruction pour les filles et pour les garçons. Et cette instruction doit absolument être précoce, j'insiste, dès la petite enfance. En effet, à l'adolescence, il est bien souvent trop tard, le mal peut déjà avoir été fait. Près de 40% des violences sexuelles sur mineurs ont effectivement lieu avant l'âge de 11 ans. C'est énorme. L'éducation de notre enfant sur ce sujet passe selon moi par deux aspects à aborder avec lui. Premier aspect, sensibilisation de l'enfant sur sa sphère intime. Quand on est parent, on doit faire comprendre à notre enfant, dès son plus jeune âge, que tout ce qui est zone génitale et anale est sa sphère absolument intime. Au départ, le bébé ou le très jeune enfant ne va pas forcément le deviner, ça ne va pas de soi. C'est à nous de lui enseigner. On peut verbaliser les choses vraiment très tôt, bien avant que l'enfant ne parle lui-même. Ça peut être quand on lui change les couches, ça peut être quand on lui donne le bain. On va nommer ses parties intimes avec des mots enfantins au départ, comme ça c'est ton zizi, tes fesses, enfin voilà, chacun ses petits mots. Et lui dire, tu es petit, je t'aide à nettoyer tes fesses pour le moment. Mais je vais t'apprendre dès que tu seras capable à le faire tout seul. D'ailleurs, personne n'aura le droit de le faire pour toi, ni de toucher à cette zone, car c'est ton intimité, c'est très important de le nommer. Et puis, dès que c'est possible, on va lui enseigner à le faire tout seul. De même, quand il sera assez grand, il prendra son bain tout seul. Bien sûr, on va prêter une oreille, qu'il ne lui arrive rien dans le bain, mais il fera sa toilette tout seul. Quand on lui inculque cette notion de sphère intime, en lui expliquant que cette zone lui appartient, comme tout le reste de son corps d'ailleurs, on précise clairement pour cette zone que personne n'a le droit d'y toucher. C'est seulement plus tard, quand il sera pré-ado et ado, à mon sens, et ça en fonction de sa maturité, qu'on pourra ajouter « sans ton consentement » à la phrase que je viens de dire avant, c'est-à-dire « personne n'a le droit de toucher à ta sphère intime ». Mais pour l'heure, quand on amorce la discussion avec un très jeune enfant, on n'embrouille pas les choses. On fait simple, basique, c'est une interdiction absolue. Entre vous et moi, de toute façon, il n'est pas capable de donner son consentement. Donc, on va réduire le champ des possibles, personne n'a le droit de toucher à ta sphère intime. C'est interdit, purement et simplement. Et il faut ajouter que si un adulte le fait, c'est mal, pour qu'il ait conscience de cette notion de mal. Il faut lui dire dès tout petit, parce qu'il ne va pas forcément le comprendre immédiatement. Ensuite, c'est seulement vers, à mon avis, l'adolescence, qu'on peut lui dire que c'est à lui de décider si quelqu'un peut toucher à son corps. Et si on est chrétien, et j'insiste, c'est important, ça va certainement être le moment, dès la préadolescence même, d'aborder la question des relations sexuelles. C'est important de dire pourquoi Dieu les a prévues dans le cadre du mariage et de l'expliquer. Ce n'est pas juste une interdiction. Enfin, je reviendrai peut-être là-dessus dans une vidéo sur ce sujet, mais c'est important que l'enfant comprenne pourquoi, c'est pour le protéger. Donc là aussi, c'est vraiment à nous d'éduquer nos enfants. Ces questions-là ne doivent pas être tabous en famille, même si on est pudique. Pourquoi? C'est tout simple. Si nous ne le faisons pas, c'est le monde qui va éduquer notre enfant là-dessus à notre place. Et bien sûr, les valeurs vont certainement être inverses à celles qu'on aurait voulu donner à nos enfants. Donc enseignons-les là-dessus. Avoir un livre sur le thème de l'intimité peut aider à aborder ce sujet, surtout si c'est pour nous très délicat. Comme ça, on a un support et puis ça va permettre d'entamer la discussion. Moi, j'ai lu ce livre avec mes enfants. Je sais pas, là, ça va certainement apparaître à l'envers. Je ne sais pas si j'arriverai à le remettre. Mais c'est le livre du docteur Catherine Dolto, « Respecte mon corps ». Sachez que ce n'est pas le seul livre, surtout que moi, c'était il y a déjà une dizaine d'années. Depuis, il y en a eu encore plein d'autres. Il y a beaucoup de livres sur le sujet du corps, de l'intimité et du consentement. Je vous conseille vraiment d'aller en librairie ou en bibliothèque pour les feuilleter et voir lequel convient le mieux à votre enfant et convient le mieux à l'âge de votre enfant. D'ailleurs, on peut lire un certain type de livre quand l'enfant est très jeune et un autre à la préadolescence, adolescence, par exemple. Et c'est bien aussi de laisser le livre en libre accès dans la bibliothèque de l'enfant parce qu'il pourra le regarder à nouveau quand il sera tout seul. Moi, je me souviens parfaitement que ma mère m'avait acheté un livre quand j'étais jeune dont le titre était quelque chose comme « Savoir dire non ». Et je l'avais feuilleté de nombreuses fois. Je m'étais vraiment imprégnée de toutes ces illustrations, des petites phrases claires qui les accompagnaient pour bien savoir dire non. J'avais mémorisé tous ces petits scénarios. Enfin, pour clore ce sujet, j'ajouterai que la règle du respect de l'intimité, ça s'applique surtout et en premier lieu dans la famille.
J'insiste, il faut que nous soyons exemplaires pour que les choses soient très claires dans l'esprit de notre enfant. Ne laissons pas de place à l'ambiguïté. On a vu que ça va passer par le fait de laisser nos enfants s'essuyer tout seuls après avoir été aux toilettes, de prendre leur bain tout seul. Très bien, ça paraît évident. Mais il y a plus que ça. Mais alors là, c'est évident certainement pour 99% des gens, mais je préfère le dire. Évidemment, les enfants n'assistent pas aux débats des parents et ceux-ci doivent vraiment faire attention même à ne pas faire grand bruit, etc. Fermer la porte, si possible la clé. Enfin, vraiment prenez vos précautions, c'est important. C'est important. Donc on est discret. Mais ça va plus loin comme obligation pour les parents. À mon sens, ça va jusqu'à ne pas imposer sa nudité à ses enfants. Je veux dire par là, ne pas se balader tout nu dans la maison. Après, il ne faut pas non plus dramatiser. Si l'enfant ouvre la porte de la salle de bain sans avoir frappé et nous voit tout nu, bon, c'est pas la fin du monde, hein. On va simplement lui expliquer qu'il doit frapper avant d'entrer dans la salle de bain s'il y a quelqu'un et attendre la réponse. S'il y a quelqu'un qui est dans la salle de bain, tout simplement, on n'entre pas. En tout cas, pas sans son autorisation. Ça veut dire que la personne est nue et on respecte cela. Sur la question de la nudité, ce n'est que mon point de vue. Vous allez peut-être trouver que je vais un petit peu loin, mais c'est aussi l'opinion de Sandra Duby, qui est pasteur à l'église Gospel Center d'Annecy et qui a surtout des études de psychologie. Donc je pense que son avis est vraiment intéressant sur la question. Et je vous mettrai en description de cette vidéo un lien vers une vidéo dédiée à ce sujet. Selon moi, respecter ce principe de ne pas se promener nu dans la maison permet d'ancrer dans l'inconscient de l'enfant que la nudité, c'est l'intimité. Et donc sa nudité lui appartient. Mais il n'y a pas que sa nudité et son intimité qui lui appartiennent. Ça va plus loin, je dirais que tout son corps lui appartient. C'est important de lui expliquer et de le respecter soi-même sur notre enfant. Par exemple, il me semble très important de ne pas forcer un enfant à faire la bise s'il n'aime pas ça. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas les bises, les câlins, et il n'y a pas que les autistes qui n'aiment pas les contacts physiques. Et c'est important de le respecter. Notre fille, à titre d'exemple, n'a jamais aimé ça depuis la petite enfance. Alors avec moi, ça passe parce que voilà, je sais doser, je sais comment elle aime bien recevoir un bisou ou pas. Mais par exemple, pour les tiers et même parfois avec des personnes de la famille, ça peut ne pas passer. Et là, on ne l'a jamais forcé. C'est vraiment important de le respecter. Alors petite, elle ne savait pas forcément le verbaliser, tout simplement, elle allait se cacher derrière moi, elle se mettait derrière mes jambes et on sentait bien qu'elle n'avait pas envie. Donc c'était moi, face aux amis ou aux membres de la famille, qui ai verbalisé cela en disant « désolée, Rose, elle n'est pas très bisou, elle n'aime pas ça ». Et voilà, sous-entendant que je l'en dispensais. Aujourd'hui, elle est plus grande et très souvent, elle arrive, elle tend la main, les gens comprennent, ça s'arrête là, c'est très bien. Et surtout à l'ère post-Covid, la bise est un petit peu moins obligatoire, donc ça passe mieux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, la bise, qui est très ancrée dans la culture française et que ça a pu être compliqué de le faire comprendre à certaines personnes. Mais bon, c'est à nous, parents, d'imposer ce choix aux membres de la famille ou aux personnes tierces parce qu'il faut que l'on respecte le corps de notre enfant et qu'on le fasse respecter. Inconsciemment, notre enfant verra que ça a de la valeur. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que sinon, si on oblige notre enfant, on lui donne inconsciemment le message que si un adulte lui demande un contact physique, il est tenu de s'y soumettre, même si ça lui déplaît. Dans ce cas-là, pourquoi pas des caresses intimes? Vous allez me dire que j'exagère, que c'est pas du tout la même chose. Mais ça, c'est vos règles morales qui font une différence entre les deux cas. Pour un enfant, je suis pas sûre qu'il y ait une grosse différence. Si c'est désagréable pour lui, c'est désagréable. S'il ne l'a pas demandé, il ne l'a pas demandé. Et nous voulons qu'il sache que son corps lui appartient, qu'il est en droit de dire non. Donc ne faisons pas passer le message inverse à un moment donné. C'est pas cohérent. Il faut une cohérence. Et la règle doit être que son corps lui appartient. Un toucher physique non sollicité n'a pas à être imposé. Il faut respecter la volonté de l'enfant sur tout ce qui a trait au toucher de son corps. Donc c'est simple. Interdiction de toucher à son intimité et pour le reste, c'est soumis à son consentement. Ça, c'est pour la petite enfance. Après, à l'adolescence, on peut lui dire que même pour l'intimité, il peut donner son consentement. Sachant que, je vous l'ai dit, en tant que chrétien, nous, on va aussi apporter un discours qui n'est pas celui de la société actuelle par rapport aux relations sexuelles hors mariage. Donc voilà, tout ça va venir ancrer ce qu'on aura préalablement expliqué à l'enfant. On sera cohérent. C'est important d'être cohérent, de ne pas avoir un double discours parce que sinon, l'enfant peut avoir du mal à s'y retrouver. Et ça, ce sera le terreau fertile pour les pédocriminels, car nos enfants ne sauront pas poser les limites à d'autres adultes quand ils sont seuls. Après avoir sensibilisé notre enfant à son intimité, c'est le premier aspect de l'éducation que nous avons apporté à notre enfant, on va devoir lui parler des risques d'agression sexuelle sur eux.
C'est le deuxième aspect, sensibiliser à la pédocriminalité. J'emploie ici sciemment le terme de pédocriminalité plutôt que de pédophilie. Je m'en explique. Pour moi, le terme de pédophilie, de par son suffixe philie, qui vient du grec philia, met l'accent sur un prétendu amour et presque juste une préférence sexuelle comme si elle pouvait être admise. Non, moi je veux insister sur le délit ou le crime même, car en réalité c'est de ça dont il s'agit, des violences sexuelles, délictuelles ou criminelles sur mineurs. Alors, pourquoi sensibiliser à la pédocriminalité? Il ne s'agit absolument pas de lui faire peur. Il s'agit d'en tirer un enseignement, des règles de vie. On prévient bien nos enfants des dangers de la route. On leur explique par exemple qu'il peut y avoir des accidents de voiture et que c'est pourquoi il faut boucler notre ceinture de sécurité. Alors pourquoi ne pas faire de même dans d'autres domaines, comme celui des agressions sexuelles? C'est exactement la même logique de prévention. Et le risque de tomber sur un pédocriminel est bien réel dans notre société. C'est même un fléau que l'on ne peut plus ignorer. On a des chiffres à présent pour le mesurer. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, viol ou d'agression sexuelle. Ça fait quand même 160 000 enfants chaque année. Et ça, ce ne sont que les cas recensés. Là, je cite les chiffres de la Ciivise. Combien d'adultes souffrent encore d'amnésie traumatique totale ou partielle de ce qui leur est arrivé enfant? Combien sont encore pétrifiés par la peur ou la honte et n'arrivent pas à dénoncer l'horreur de leur agression? Voilà, face à ce danger indéniable, avertissons nos enfants. Bien sûr, ça n'évitera peut-être pas l'agression, comme la ceinture bouclée n'évite pas l'accident, et pourtant on fait de la prévention. Donc là aussi, il faut le faire. Ce qui est certain, c'est que la ceinture diminuera l'impact de l'accident sur l'enfant attaché. Le même principe est valable pour une agression sexuelle. Moi, je suis convaincue qu'avoir discuté de tout cela avec notre enfant en amont aidera à limiter les dégâts de l'agression si jamais elle doit avoir lieu. En effet, avoir ouvert la porte à la parole dans la famille sur ce sujet devrait faciliter les confidences de l'enfant à ses parents. Ça devrait permettre que ceux-ci lui apportent le réconfort dont il a besoin, le soutien aussi dans toutes les démarches qu'il aura à entreprendre, auprès de la police, d'un psychologue, etc. Et cette prise en charge familiale et globale précoce aidera l'enfant à mieux se reconstruire après l'agression. Donc c'est comme la ceinture de sécurité, ça devrait limiter les dégâts. Là, on est dans la gestion du post-traumatique. Le traumatisme a bien eu lieu. Mais je voudrais imaginer un autre scénario pour comprendre l'importance de notre rôle d'éducateur. Moi, je dirais que parfois, la préparation en amont peut être tellement efficace qu'elle peut vraiment couper l'herbe sous le pied de l'agresseur. Et ainsi, il n'y aurait même peut-être pas de gros trauma. C'est mon point de vue, mais je suis convaincue que l'on sait mieux réagir à une situation d'agression si on a été préparé en amont. Personnellement, j'ai pratiqué le Krav Maga. Je ne sais pas si vous connaissez ce sport de self-défense. C'est un sport de combat qui vise à apprendre des suites de mouvements à effectuer pratiquement automatiquement en cas d'attaque. Et ça, en fait, c'est une sorte de reconditionnement de notre cerveau pour avoir des réflexes de défense. On va apprendre à force de répétition, répéter. De sorte que ça va sortir presque tout seul si on est attaqué. Et je voudrais citer un exemple. Lorsque j'en faisais, une jeune fille de mon club avait été agressée dans la rue par 2 hommes. Elle avait à peu près 16 ans, cette jeune fille. Ils voulaient la dépouiller vraisemblablement. L'un d'eux a essayé de l'enserrer et elle a tout de suite répondu par la série de mouvements que nous avions appris par cœur. Et bien en quelques mouvements effectués, sans avoir même à réfléchir, cette jeune fille a mis un des 2 agresseurs KO au sol. L'autre, en voyant cela, s'est enfui. Donc une jeune fille de 16 ans peut mettre en déroute 2 agresseurs. Voilà, je voulais juste le citer. Je ne vous dis pas forcément d'inscrire vos enfants au Krav Maga, vous faites comme vous le souhaitez, mais je veux insister par là sur le fait qu'on peut préprogrammer un cerveau, engrammer des choses dans le cerveau pour qu'il ne soit pas figé au moment d'une agression, mais qu'au contraire, il ait tout un tas de scénarios, ou scénarios si vous préférez, à pouvoir sortir dans le cadre de la situation d'agression. C'est justement à ça que je veux venir maintenant. Après avoir vu le pourquoi il faut éduquer nos enfants à la pédocriminalité, je voudrais en venir au comment. Comment éduquer nos enfants sur cette question? Eh bien tout simplement avec des mots adaptés à son âge, à sa maturité et surtout le plus simplement possible au départ. Il faut juste évoquer qu'il peut arriver que l'on croise la route de certaines personnes qui peuvent vouloir abuser de nous, c'est-à-dire toucher à notre zone intime. Et ça s'arrête là, pas besoin de donner trop de détails horribles, pas du tout. On reste avec des mots d'enfants basiques.
C'est comme quand on va lui parler tout petit du risque d'accident de voiture. On va pas détailler toutes les horreurs. Ah oui, tu pourrais avoir une jambe arrachée, tu pourrais avoir... Non, on rentre pas dans ces détails-là, mais on l'a averti. Cependant, il y a une chose que l'on peut prendre le temps de détailler, c'est dans quel genre de situation cela peut se produire. Dès que l'enfant est petit, mais qu'il est en âge de comprendre, on va parler avec lui de la méfiance à avoir face à un inconnu qui par exemple proposerait de le suivre pour lui donner des bonbons, pour aller lui montrer son chien dans sa voiture. On va un petit peu répéter des petits scénarios comme ça. Mais attention, les agressions sexuelles sur enfants dans la majorité des cas sont le fait de personnes connues de l'enfant. L'agression par un inconnu dans l'espace public, c'est seulement 8% des cas. Dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille, il faut le savoir. Donc ça peut être le mari de la nounou, le père d'un de leurs amis, un voisin, mais aussi un oncle, un grand-père, un cousin. L'enfant se méfierait encore moins d'eux car ils sont proches et leurs propres parents font confiance à ces personnes. C'est donc hyper important d'avertir l'enfant sur ce risque en particulier. On peut lui dire quelque chose comme « Tu sais, c'est possible qu'un jour une personne proche, un voisin ou même tonton ou quelqu'un de la famille peut vouloir jouer à touche zizi ou quelque chose comme ça avec toi. Mais tu sais, je te l'ai appris, c'est ta zone intime. Un adulte n'a pas le droit de faire ça, ce n'est pas un jeu, c'est même interdit par la loi. Si jamais ça arrive, tu dois dire non. Et essaye de partir vite, si tu peux partir en courant, fais-le. Et surtout, viens m'en parler, je serai toujours là pour t'écouter et pour te protéger. » Voilà, ça c'est quelques phrases types qu'on peut dire à notre enfant. D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. On peut, et même on devrait toujours, sensibiliser nos enfants à toutes les formes de violence. Parce qu'il n'y a pas que les abus sexuels, bien évidemment. Il faudrait lui parler aussi des violences physiques, que c'est pas permis de frapper un enfant, des violences verbales, psychologiques. Et il faut absolument leur parler du harcèlement dès qu'ils sont scolarisés. Surtout à l'heure des réseaux sociaux, ça va très vite. Bref, les parents ont un gros travail d'éducation et d'accompagnement à ce niveau-là. Pour en revenir à notre sujet, il faut prévenir nos enfants des risques d'agression sexuelle, mais pas seulement. Il va falloir aller encore plus loin. Comme je l'ai un petit peu déjà évoqué précédemment, je suggère de répéter des petits scénarios de secours avec son enfant. L'idée, c'est d'essayer d'engrammer dans leur cerveau tout un tas de réactions à avoir face à tel ou tel type de comportement déplacé. Personnellement, très vite, j'ai appris à mes enfants tout un tas de réflexes à avoir, comme refuser de suivre un inconnu, par exemple au parc, et venir me le signaler tout de suite. Partir en courant si c'est possible et crier très fort au secours. Partir se réfugier dans un commerce s'ils sont suivis dans la rue, etc., etc. Après, pourquoi et comment en parler, je voudrais insister sur le fait que cette discussion ne doit pas avoir lieu une fois pour toutes. On l'a fait, on est débarrassé de la corvée. Oh non, au contraire, c'est un message qui doit durer dans le temps. Je dirais qu'à chaque âge, il faut en reparler de manière adaptée à leur niveau de maturité. Quand nos enfants sont beaucoup plus grands, peut-être préadolescents, on peut commencer à leur parler, mais sans entrer non plus dans tous les détails sordides, des affaires dont il est question dans l'actualité. Personnellement, je suggère de ne pas laisser la télé sur les informations H24, ça c'est hyper anxiogène. Mais on peut choisir le moment, seul avec l'enfant ou en famille, et toujours avec nos mots, pour leur parler de ces situations, pour relancer le débat. Parce qu'en reparler, c'est permettre de rappeler qu'il faut faire attention. C'est se remémorer tous les petits scénarios de défense qu'on aura créés avec eux. C'est surtout leur redire qu'ils n'hésitent pas à venir nous parler s'ils sont victimes d'agression ou même témoins. Parce que ça peut être lourd d'être témoin d'une scène et ne pas pouvoir en parler. Donc c'est l'occasion d'ouvrir régulièrement le débat sur cette question, comme pour rafraîchir leur mémoire sur le fait qu'ils n'ont pas à subir sans rien dire, et surtout qu'on est là pour eux. Ce genre de discussion, c'est bien évidemment aussi l'occasion de leur dire qu'on les aime et qu'on tient à eux comme à la prunelle de nos yeux. Entourons-les aussi de notre amour qui est une grande sécurité pour eux. C'est important d'installer cette relation de confiance et d'amour et je vais justement revenir plus en détail là-dessus dans mon grand 2. Donc après mon premier point sur l'importance de l'éducation à donner à nos enfants dans ce domaine-là, je voudrais faire un deuxième point, savoir écouter notre enfant. C'est primordial. C'est très bien d'avoir prévenu nos enfants des risques. Ça devrait permettre de libérer la parole sur ce sujet en famille, mais encore faut-il que nous sachions écouter nos enfants. Avoir des oreilles ne suffit pas. Nous verrons qu'il faut avoir établi une certaine relation avec notre enfant, qu'il nous faut ouvrir les yeux et être dans la bienveillance, surtout ne pas influencer non plus et dire « j'y reviendrai ». Je vais revenir point par point là-dessus. Premièrement, la nécessité d'une relation de confiance préalable. Lorsque nous avons parlé à nos enfants depuis tout petit de leur intimité,
Nous avons pris le soin à chaque fois de leur dire de ne pas hésiter à nous en parler s'ils devaient un jour être victimes d'agression. Nous leur avons toujours rappelé que nous serions là pour les protéger. C'est très important. Et ma question est la suivante. Prenons-nous le temps d'écouter nos enfants au quotidien? Cultivons-nous une vraie relation de confiance avec eux? Je sais, la vie d'aujourd'hui est bien trop remplie, métro, boulot, dodo, les devoirs avec les enfants, les tâches ménagères, etc., etc. Bien sûr, c'est vrai, et puis en plus maintenant il y a les écrans qui nous prennent une grande partie de notre temps. Ok, on n'est pas tout le temps disponible pour nos enfants, j'en suis consciente, c'est vrai. Mais réussissons-nous au moins à passer du temps de qualité avec nos enfants. Je ne suis pas une mère parfaite, je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, mais c'est juste une évidence que s'il n'existe pas un minimum de proximité dans la relation parent-enfant, ça ne va pas être évident du tout pour notre enfant de venir nous parler s'il est victime d'agression sexuelle. Pour qu'il ose se confier, il faut qu'il y ait cette relation de confiance. Et ça se construit au quotidien. Il faut bien voir qu'en cas d'agression sexuelle, il y a souvent un sentiment de honte qui envahit la victime. Bien sûr, il ne devrait pas avoir honte, il n'y est pour rien. Mais c'est un constat. Souvent, la victime se sent coupable et se sent sale. Souvent, elle a peur aussi, car l'agresseur aura pu la menacer de représailles sur elle ou sur sa famille. Donc, imaginez bien combien il est difficile de parler. Et que pour que la victime soit capable de pouvoir parler de ce qu'elle a subi, elle va avoir vraiment besoin de se sentir dans un univers familial d'amour, de soutien, de protection. Et ça se cultive au jour le jour et sur le long terme. Je ne peux que vous encourager à cela. Deuxièmement, prêtez attention au comportement de notre enfant. Même si toutes les conditions peuvent sembler réunies pour que l'enfant puisse parler, parfois il n'en est tout simplement pas capable. Ça peut être en raison de son âge, il est peut-être trop jeune pour parler, ça peut être parce qu'il est tétanisé par la peur, ou même qu'il est sous le coup d'une amnésie traumatique. Mais s'il n'est pas capable de parler avec des mots, pour autant, l'enfant parle quasiment toujours quand même, mais autrement. Donc au lieu de mots MOTS, ça va être des mots MAUX. C'est son corps qui va parler pour lui la plupart du temps, enfin en tout cas fréquemment. Il faut que nous soyons de fins observateurs. En tout état de cause, pour veiller à la bonne santé de nos enfants, nous, les parents, les éducateurs, nous devons veiller, être dans l'observation au quotidien. On regarde bien s'il mange bien, s'il dort bien. Ce sont des observations basiques que chaque parent fait en principe instinctivement. Et lorsque ce n'est pas le cas, que quelque chose est détraqué à ce niveau-là, nous nous inquiétons naturellement. Notez qu'il y a des changements de comportement qui doivent nous alerter. Si notre enfant n'a plus envie de jouer, qu'il a perdu l'appétit, qu'il se remet à faire pipi au lit alors qu'il était propre, qu'il a des cauchemars à répétition, ou même, et ça c'est fréquent, qu'il a un comportement hypersexualisé, il faut se poser des questions et réagir. Je vous conseille à nouveau une vidéo du pasteur Sandra Duby au sujet des symptômes qu'un enfant peut vivre après un abus sexuel. De même, je vous mets le lien en description. Alors parents, observez donc bien vos enfants et écoutez-les attentivement. Troisièmement, justement, à propos d'écoute, accueillir la parole de l'enfant. Il faut absolument que nous accueillions avec bienveillance la parole de notre enfant. Je pense que cela passe par le postulat de base et intangible que ce que dit notre enfant est vrai. Ça doit être notre postulat de base. Bien sûr, il y a des cas d'enfants qui mentent, ça existe, mais si c'est le cas, on le découvrira bientôt ou tard, soyez-en certains. Dans tous les cas, commençons toujours par une écoute bienveillante et attentive. Pourquoi ? Parce que d'une part, même si un enfant ment, il mérite toute notre attention. Je vous choque peut-être en disant ça, mais j'en suis convaincue, il faut prêter une oreille bienveillante à un enfant, même s'il ment. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faudra le conforter dans son mensonge après l'avoir mis à jour. Il y aura une étape de confrontation avec la vérité, mais en son temps, et toujours avec une dose de bienveillance. Alors pourquoi accueillir sa parole avec amour et bienveillance, même si dès le départ, on est convaincu qu'il s'agit d'un mensonge? C'est que je suis persuadée qu'aucun enfant ne dit des mensonges si graves de conséquences sans raison. Il va falloir chercher à comprendre quel est peut-être le mal-être profond qui anime cet enfant et en chercher la cause. Peut-être même que cet enfant est victime d'emprise. S'il est victime d'emprise, ça veut dire qu'il est sous l'influence de quelqu'un, généralement d'un adulte. Et ça peut être le syndrome d'aliénation parentale qui peut être caché derrière ce mensonge. Ça, c'est quand un parent, souvent un pervers narcissique, dont le conjoint ou la conjointe s'est séparé, généralement, se sert d'un de ses enfants pour nuire à l'autre. Et ça peut être en leur faisant raconter de fausses agressions sexuelles. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. J'en ai rencontré de nombreux cas lorsque j'ai accompagné des femmes victimes de violences conjugales.
Personnellement, j'ai été aussi confrontée aux mensonges d'enfants. J'ai vécu une telle situation avec une voisine dont la fille a porté de fausses accusations contre mon fils et moi. C'était il y a quelques années, je vous raconterai peut-être ça une autre fois dans une autre vidéo. Mais tout ça pour dire que malgré le fait que j'ai personnellement eu à subir de fausses accusations faites par un enfant, et je peux vous dire qu'on a payé cher cette cabale contre nous, je ne changerai pas mon point de vue là-dessus. Il faut toujours recueillir la parole d'un enfant de manière bienveillante, parce qu'il y a quelque chose caché là derrière. Et sachez que la vérité aussi finit toujours par éclater, donc restez vraiment dans la confiance face à un cas d'injustice si c'est votre cas comme ça a été mon cas. Dans tous les cas évoqués, il faut bien voir que l'enfant est d'une certaine manière victime et a besoin d'aide. Il mérite donc toute notre attention et nos bons soins. D'autre part, pour revenir au cœur de notre sujet sur la pédocriminalité, l'écoute bienveillante est d'autant plus nécessaire que la parole des enfants ne sort pas facilement dans ces cas-là. Ce n'est pas le moment, au tout début des confidences, de remettre en question les dires de l'enfant. Dans cette première phase d'accueil de la parole, on doit croire notre enfant. Et d'ailleurs, tout enfant dans l'absolu, pas que notre enfant. Il ne faut jamais répondre d'emblée, par exemple, c'est pas vrai, c'est pas possible, un tel ne ferait jamais cela. Et cela pour deux raisons. Première raison, les apparences sont bien souvent trompeuses dans ce genre d'affaires. Méfions-nous des apparences des agresseurs. Ce sont souvent des personnes qui présentent très bien à l'extérieur, souvent des pervers narcissiques. Ces derniers ont complètement un double jeu, donc on peut se faire avoir. Donc attention aux préjugés. D'ailleurs, sur le milieu d'origine du prédateur, je voulais préciser que ça touche absolument tous les milieux socio-culturels. Donc ne vous dites pas « Oh, cette personne présente bien, elle est propre, elle présente bien. Regardez, l'affaire actuelle, le chirurgien, le square-neck, voilà, ça touche tous les milieux. Mais ça peut aussi toucher le milieu ouvrier, ça touche tous les milieux, tous les milieux. » Deuxième raison, dire c'est pas possible, ça coûte net la parole de l'enfant, alors que c'est déjà si coûteux pour lui d'oser s'exprimer, on en a déjà parlé. En faisant cela, on s'expose au risque que notre enfant se referme et alors on aura perdu le dialogue et sa confiance. Ça risque d'être compliqué pour qu'il puisse à nouveau parler de ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi j'affirme que dans tous les cas, il faut un accueil bienveillant de la parole d'un enfant qui dénonce une agression sexuelle, ou même d'ailleurs toute forme d'abus sur lui. Quatrièmement, quel doit être le contenu de la discussion? Une fois la parole accueillie, un dialogue va s'instaurer avec notre enfant, tant que faire se peut. Et je sais que ça peut être compliqué, je suis maman moi-même, donc j'imagine. On va essayer de ne pas s'effondrer devant notre enfant. On est humain bien sûr, mais il faut qu'on se montre fort pour nos enfants. Parce que si on s'écroule en pleurs, l'enfant voudra peut-être nous protéger et il risque de garder une grande partie des choses pour lui, pour nous protéger. Alors n'inversons pas les rôles, c'est à nous de protéger nos enfants. Là, je vous renvoie vers une autre vidéo de Sandra Duby qui explique bien ce phénomène. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que par la suite, la parole de notre enfant sera certainement également recueillie par la police pour son travail d'enquête. Alors, il faut être très attentif à ne pas induire quoi que ce soit dans le discours de notre enfant, notamment en plaquant des mots d'adulte sur ses propos. Je dis ça parce que ça risque de discréditer sa parole face aux enquêteurs, et ça, ce serait vraiment grave. Donc, essayons de poser plutôt des questions ouvertes, du style « raconte-moi comment ça s'est passé », et non pas des questions qui pourraient orienter ses réponses. Comme ça, son témoignage restera le plus authentique possible et sera valable devant les autorités. Par ailleurs, bien évidemment, on va dire à l'enfant qu'on le croit. Et on va aussi verbaliser que ce n'est pas de sa faute. C'est important parce qu'il aura certainement honte, il se sentira coupable. Et on va également lui dire qu'il a bien fait de nous en parler et qu'on va pouvoir le protéger. J'en viens ainsi à mon grand 3, démontrer notre protection. Oui, nous devons assurer notre enfant de notre volonté de le protéger et de faire tout le nécessaire ensuite. J'ai été vraiment atterrée de lire que près d'un enfant sur deux, 45%, qui révèle les violences au moment des faits, n'est pas mis en sécurité et ne bénéficie pas de soins. Et ça, c'est d'après une étude récente de la Civis qui date de octobre ou novembre 2023. Je vous mettrai aussi le lien en description. On peut se dire que c'est parce qu'on n'a pas cru ses enfants, mais même pas. D'après les statistiques, dans 7 cas sur 10, les confidents croient l'enfant. Et pourtant, comme je vous le disais, près de 50% des témoignages ne seront pas suivis d'une protection de l'enfant. Le confident ne les mettra pas en sécurité. Et souvent même, je trouve ça terrible, on va lui demander de ne pas en parler dans 27% des cas. Et dans 22% des cas, on va rejeter la faute sur lui. J'ai même pas de mots, quoi. J'ai pas de mots.
Donc j'avoue que la maman lionne que je suis a vraiment envie de rugir pour défendre tous ses enfants. Laissés pour comble, c'est le comble, laissés pour compte, doublement victimes. C'est plus possible de réagir comme ça en 2025. Cessons de couvrir les agresseurs, d'autant que les pédocriminels sont souvent des multirécidivistes. Il y a rarement un acte de pédocriminalité isolé, ou alors c'est qu'on a pu l'arrêter dès son coup d'essai, il est en prison et c'est fini. Mais sinon, généralement, là j'ai pas les statistiques, mais ça continue. On le voit bien dans l'affaire récente du chirurgien Le Squarneck. C'est une illustration parfaite. Je ne vais pas revenir en détail sur toute cette affaire qui est couverte par tous les médias, vous la retrouverez sans problème si vous voulez plus de détails. Mais juste un exemple du pourquoi il faut systématiquement dénoncer à la police une affaire pédocriminelle. Le chirurgien en question a agressé sexuellement environ 300 jeunes victimes, quand même. Et ça, c'est que les victimes recensées. Sa sœur a été au courant de l'agression que ce chirurgien avait commise sur sa fille en octobre 2000. Elle a osé affronter son frère quand même, c'est déjà pas mal, et elle lui a dit de se faire soigner. Ok, c'est bien. Le problème, c'est qu'elle n'est pas allée à la police. Alors bien sûr, on comprend qu'au sein d'une même famille, c'est compliqué d'aller oser déposer plainte. Et certainement qu'elle a honnêtement pensé que les dégâts s'arrêteraient là. Elle a cru que sa cadette était la seule victime de son frère. Comble de l'ironie, elle va apprendre par après que sa fille aînée a également été victime de son frère, mais qu'elle était victime d'amnésie traumatique, et peut-être induite même par les médicaments, qu'elle ne s'est souvenue qu'après, et seulement elle se souvenait uniquement de flash, et c'est après quand on a trouvé les photos qu'on a eu la preuve de cette agression. La jeune fille ne s'en est pas vraiment souvenue, mis à part des flashs. Donc il faut systématiquement déposer plainte. Après, c'est à la justice de faire son travail. Je sais que c'est dur si c'est dans le cadre de notre famille, mais c'est pour protéger d'autres victimes, même peut-être d'autres victimes de notre famille, et plus largement d'autres enfants. Et par pitié, cessons de culpabiliser les victimes. Rien, mais absolument rien, ne justifie qu'un adulte passe à l'acte sur un enfant, quand bien même l'enfant se promènerait tout nu devant lui. Rien ne justifie cela. C'est à l'adulte de se contenir. Déjà, bon, moi je comprends pas qu'on puisse avoir des pulsions sur un enfant, mais quand bien même on en aurait, on se contient. Si on ne sait pas le faire, on va se faire soigner. Voilà, je suis radicale, mais il n'y a pas à culpabiliser les victimes. C'est impossible, ça, on ne peut plus faire ça. Après, elles n'osent pas parler, elles sont... Non, c'est trop grave. Il peut y avoir des vies fichues, parce que déjà, il y a l'agression, mais après, on les empêche d'en parler, on les empêche de se faire soigner, on leur renvoie quelque chose de terrible qu'elles sont coupables. Ce n'est pas possible. Donc, protégeons enfin correctement les enfants. Alors sur la protection, je voudrais aborder 3 points. Premier point, la protection, c'est tous les jours. Je dis ça pour dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une grave agression pour montrer à notre enfant qu'on le protège. C'est au quotidien. Au contraire, c'est important de démontrer au quotidien à notre enfant que lorsqu'un danger quelconque survient, nous faisons tout notre possible pour le protéger. Ainsi, il peut se sentir en sécurité avec nous. J'en reviens quelque part à la confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se travaille sur le long terme. C'est pareil ici, on a un travail sur le long terme. Et encore finalement pour moi, c'est même pas un travail, c'est instinctif. Mais peut-être que certains parmi vous n'ont pas eu la sécurité affective dont j'ai eu la chance de bénéficier petite et que pour vous, c'est plus difficile, c'est à construire car vous n'avez rien connu de cette sécurité affective vous-même. À la fin de cette vidéo d'ailleurs, restez si c'est le cas parce que je voudrais prier pour vous, pour que Dieu vous restaure et vous donne cette sécurité en lui et vous aide dans votre grande mission de parents ou d'éducateurs. J'insiste parce que pour moi, les parents doivent être les protecteurs numéro 1 des enfants. On doit toujours être là pour eux, surtout quand le système est défaillant. Alors, nous devons redoubler d'efforts, toujours être présents. Je vais vous raconter une petite anecdote, ce ne sera pas très long. Peut-être que j'en referai une vidéo pour vous donner les détails. Mais voilà, en quelques mots, ma fille a commencé à être victime de harcèlement par un camarade alors qu'elle était en CM2. Je l'ai dénoncé à son institutrice, qui était en plus la directrice de l'école. Mais celle-ci n'a rien fait. Eh bien, je ne suis pas restée là les bras croisés. Je me suis chargée de parler moi-même aux jeunes garçons. Moralité, ça ne s'est plus jamais reproduit. Fini le harcèlement. C'était vraiment pas si compliqué en plus. Bon, bien sûr, j'ai eu de la chance, on est d'accord, c'était pas un gros caïd. Mais quand même, parfois une simple discussion suffit. Cela dit, si ça n'avait pas suffi, j'en serais pas restée là. J'aurais cherché d'autres moyens. Et donc, on doit montrer à nos enfants qu'on ne doit rien lâcher pour eux. Pourquoi je vous parle de cette petite histoire de début de harcèlement? C'est pour dire que dans cette affaire, ma fille a pu voir que je la protégeais et que je ne baissais pas les bras pour la défendre même après l'inaction de la directrice. Elle a ainsi pu expérimenter
vivre le fait que ça valait le coup de se confier à moi, que je réagissais et que je la protégeais concrètement. Je mérite donc sa confiance et j'ose espérer que si un jour elle devait être victime d'une quelconque agression sexuelle, elle oserait venir m'en parler. La Bible dit dans Luc 16 au verset 11, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Alors, ce n'est pas tout à fait dans ce contexte-là, mais voilà, vous comprenez que Dieu ne nous donne des grandes choses que si nous sommes fidèles dans les petites et que nous ne devons donc pas mépriser les petites choses. Elles ne sont pas forcément subalternes. Ainsi en va-t-il de ce qui concerne nos enfants. Un petit problème doit être traité avec soin par nous. Nous devons aussi le protéger face à des petits problèmes. Ainsi, aura-t-il confiance pour venir nous parler des gros soucis qu'il peut rencontrer, des agressions auxquelles il devra faire face peut-être dans sa vie. Deuxième point sur la protection, la mise à l'abri de notre enfant victime d'agression sexuelle. Là, j'envisage les cas d'abus à répétition par une personne connue. Dans ce cas-là, on va bien évidemment tout faire pour que la situation cesse immédiatement. Avant même que toute la lumière ne soit faite sur l'affaire, on n'attend pas, on met notre enfant à l'abri et on ne le remet pas en présence de son agresseur. Par exemple, on ne remet pas l'enfant chez la nounou s'il a pu nous dire qu'on lui avait touché ses parties intimes. On ne va pas attendre la fin de l'enquête ni le préavis de licenciement. Non, tout de suite, on arrête le contrat qui t'a payé le préavis pour rien, le temps de l'enquête et peu importe, l'enfant d'abord. Donc ça paraît évident, mais parfois c'est pas si simple, notamment quand le pédocriminel est l'autre parent de l'enfant. Il peut avoir un droit de visite et d'hébergement. Et on sait que si on refuse un droit de visite et d'hébergement à un parent qui dispose d'un jugement en ce sens, on s'expose à se voir reprocher l'infraction de non-représentation d'enfant, ce qui est grave. Mais voilà, personnellement en tout cas, moi je comprends bien les mères qui fuient à l'étranger pour éviter la remise de leur enfant au père qui a pu agresser leur enfant. Je le dis dans ce sens-là parce que c'est plus souvent dans ce sens-là, mais ne croyez pas que j'accuse les pères. Il y a aussi des mères, malheureusement, qui agressent leurs enfants sexuellement, même si statistiquement c'est plus faible. C'est très tabou, on en parle moins, ce qui est encore une triple peine pour l'enfant, mais voilà, ça existe. Donc c'est valable dans les deux sens. Donc j'en reviens donc à mon sujet. Après la mise à l'abri de l'enfant victime, il va falloir agir. C'est le troisième point de la protection. Les démarches à entamer. On va accompagner l'enfant dans toutes les démarches à entamer. Les démarches judiciaires, bien évidemment. Je dirais que dans la mesure du possible, il faut se rendre au commissariat ou à la gendarmerie le plus tôt possible pour déposer plainte. Ainsi, l'enquête pourra commencer et peut-être que l'agresseur pourra être arrêté rapidement et plus tard jugé. Dans toutes ces démarches judiciaires, on est bien évidemment présent aux côtés de notre enfant. On le soutient, on essaye de lui expliquer avec des mots d'enfant tout ce qui va se passer et de lui apporter le réconfort nécessaire. Il y a les démarches judiciaires dont on vient de parler, mais il peut y avoir des démarches thérapeutiques et elles sont très importantes. Notre enfant aura certainement besoin d'un accompagnement par un médecin et peut-être un psychothérapeute, psychologue, à vous de voir, mais il faut essayer de chercher les soins nécessaires tout en pensant qu'il y a le corps et il y a l'âme. Donc ces deux aspects sont à traiter. C'est pourquoi j'ai cité le médecin et le psychothérapeute ou psychologue ou psychiatre. Mais il faut voir aussi que nous sommes des êtres tridimensionnels. N'oubliez pas que nous avons un esprit. Le domaine spirituel peut aussi être atteint par une agression sexuelle. Il est important de prier pour notre enfant. On va prier que Jésus vienne cicatriser toutes les blessures de notre enfant, corps, âme, esprit. Et c'est un sujet très, très sensible parce que vraiment injuste, mais il faut savoir que dans toute agression sexuelle, il peut y avoir aussi des démons qui pénètrent dans la personne victime. Et si c'est le cas, il faudra les chasser. En tant que parents, nous avons cette autorité. Et au besoin, ne pas hésiter à demander l'aide de notre pasteur. Vous l'aurez donc compris, nous les parents, nous avons une grande responsabilité à jouer dans la protection de nos enfants et des enfants en général. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir comment vous positionner, comment aborder ces sujets avec vos enfants. Bien sûr, à nous seuls, parents, nous n'allons pas pouvoir mettre un terme à toute la pédocriminalité, il faut être lucide. Mais peut-être aurons-nous déjà réussi à notre petit niveau à protéger nos enfants. C'est ce que je pensais intimement lorsque je suis tombée, par hasard, sur une interview de Laetitia Casta, dont je vous mets également le lien en description de vidéo, qui confirme cette conviction que l'éducation donnée par les parents aide l'enfant à savoir se faire respecter. Elle y explique comment son caractère, mais aussi les valeurs transmises par sa famille l'ont préservé, que ce soit à la sortie de l'école, dans le mannequinat qu'elle a commencé dès l'âge de 14 ans,
ou même plus tard pour repousser les avances des producteurs hollywoodiens, notamment Harvey Weinstein. Alors osons aborder ces sujets délicats avec nos enfants, c'est notre rôle d'éducateur. Mais essayons aussi plus largement d'avoir un œil bienveillant sur tous les autres enfants. Aussi, car malheureusement, ce sont les enfants les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir cette éducation et ou un foyer stable, qui vont être victimes des pédocriminels, parce qu'ils choisissent leurs cibles, souvent les plus fragiles ou les plus isolés. Pour une triste illustration, dans l'affaire de Betaram, un homme raconte que lorsqu'il était gamin, il a été violé par un prêtre le jour même où il a appris le décès de son père. Vous remarquerez que tous les jeunes garçons qui étaient à Betaram n'ont pas été violés. Il y avait donc une sélection des victimes, c'est vicieux, c'est ignoble, c'est dégueulasse. Et ça me révolte au plus haut point. Alors nous, parents, même tous les adultes responsables, levons-nous pour défendre les enfants. Ils sont si précieux pour ce monde. Mais n'oublions pas qu'ils le sont aussi pour notre Dieu, le Dieu que nous servons. D'ailleurs, Jésus a toujours une grande considération pour eux. Je voulais notamment rappeler que Jésus fut indigné, et c'est fort l'indignation, que ses disciples veuillent repousser les petits-enfants que l'on voulait lui amener. Et il a rajouté que le royaume de Dieu appartenait à ceux qui leur ressemblent, dans Marc 10, versets 13 à 15. Et déjà avant, dans Marc 9, versets 36 à 37, je cite, « Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Waouh! Alors ayons la même considération que Jésus pour les enfants. Je voulais terminer par la prière. Père, je te prie pour les parents, grands-parents et toute personne qui regarde cette vidéo. Viens par ton Saint-Esprit leur montrer comment aborder ces sujets avec les enfants dont elles ont la charge. Donne-leur ton cœur d'amour pour ces enfants, un amour inconditionnel, un amour immense, un cœur sachant accueillir les confidences, des oreilles grandes ouvertes pour écouter, des yeux qui détectent les changements de comportement et tes paroles de consolation pour ces enfants quand c'est nécessaire. Viens aussi guérir leurs propres blessures d'enfants, Seigneur, du temps où ils étaient enfants. Ah bah Père, fais-le s'il te plaît. Je prie Seigneur Dieu, que tu passes comme un baume cicatrisant sur tout leur cœur, sur toutes les parties de leur corps qui ont pu être touchées injustement, de manière inique. Je te prie mon Dieu, toi qui es le Père suprême, celui dont nous avons tous besoin, mais peut-être encore plus particulièrement ceux qui n'ont pas bénéficié d'un soutien parental dans leur enfance, ceux dont les parents ont été défaillants. Je te les confie et je prie que tu viennes apporter pour eux la sécurité affective dont ils ont manqué. Je prie que tu les restaures pleinement, corps, âme, esprit, que tu leur redonnes tout ce que l'ennemi leur a volé dans leur vie, la sécurité, la confiance, l'innocence, la joie, vraiment tout ce qui leur a été dérobé. Toi, tu sais ce dont ils ont manqué, ce qui leur a été volé. Je te prie vraiment même de remplacer ce que les sauterelles ont dévoré, comme c'est dit dans ta parole. Et s'il te plaît, malgré l'horreur de ce qui a pu leur arriver, je te prie de les aider à pardonner à leurs parents défaillants et même de pardonner à leurs bourreaux. Place dans leur cœur ton pardon, car toi seul sais le faire, Seigneur Dieu. Viens consoler leur cœur. Montre-leur que Jésus était avec eux dans ces moments-là. Car j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont eu en vision que Jésus était là. Il est toujours là. De toute façon, c'est sa promesse. Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il était là. Peut-être n'a-t-il pu pas intervenir parce qu'il y avait peut-être des droits que l'ennemi avait sur vos vies. Mais il était là. Je prie qu'ils sentent la consolation maintenant qui arrive par ton Saint-Esprit. Mais viens, Saint-Esprit, s'il te plaît, fais ton œuvre. Fais ton œuvre de consolation. Viens réconforter ces personnes, s'il te plaît, Saint-Esprit. Viens arracher les racines d'amertume. Viens réconforter les cœurs meurtris. Et je voudrais vraiment maintenant relâcher le shalom de Dieu dans la vie de ces personnes qui me regardent, Seigneur Dieu. Que la paix qui surpasse tout entendement soit sur eux et en eux. Oh, merci éternel mon Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Merci Seigneur.
Si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, laisse-toi aller dans les bras du Père. Laisse-toi consoler par lui. Sache que c'est sa volonté de Père pour toi. Tu es la prunelle de ses yeux. N'hésite pas non plus à oser demander de l'aide auprès de professionnels de la santé ou même de ton pasteur. Je te bénis, mon frère, ma sœur, et je te dis à tout bientôt pour la vidéo sur les abus dans l'Église.